Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours. Aujourd'hui, on va parler toujours d'analyse harmonique, mais ce coup-ci, on va se placer dans le cadre de signaux discrets, donc de signaux qui dépendent d'une variable qui n'est plus continue, mais qui est discrète. Et on va suivre un peu le même plan que pour le cours précédent. On va commencer par s'intéresser aux signaux périodiques. Alors, un signal discret périodique, c'est une fonction de z dans C, qui est telle que x de petit n plus grand n égale x de petit n. On peut prendre un exemple, si je prends la suite des racines énième, grand énième de l'unité à la puissance petit n, c'est bien un signal n périodique, tous les grands n, je retombe sur 1, et donc je fais le tour du cercle unité de manière périodique. Alors un premier concept important, parce que pour l'instant il n'y a pas grand-chose de nouveau, cette notion de pulsation discrète, qui n'est plus en radians par seconde comme on avait dans le cas continu, mais en radians par échantillon. Vous allez voir que c'est une notion qui va revenir assez fréquemment. En revanche, tout comme dans le cas continu, l'ensemble des signaux grand N périodiques forment un espace vectoriel. Alors en fait, c'est encore plus sympa que dans le cas continu, puisque là, on a même affaire à un espace vectoriel de dimension finie. En fait, il suffit de donner les grands N termes qui composent une période pour décrire entièrement le signal. Et donc en fait, on a un espace vectoriel qui est isomorphe à grand R puissance n. Et de la même manière, on peut construire une base avec les racines grand Nième de l'unité. Et donc, cette base, elle a grand N éléments, et c'est les EK tels qu'ils sont définis ici. Alors, à quoi ça va nous servir? Eh ben, comme dans le cas continu, je vais pouvoir définir des coefficients de Fourier, qui sont les projections du signal discret sur les éléments de la base. Et ces coefficients de Fourier, contrairement au cas continu où je projetais sur un nombre infini d'éléments de la base, je n'ai maintenant plus que grand N coefficients de Fourier. D'accord? Donc si on fait un petit récapitulatif, les signaux les plus compliqués, on va dire, c'était les signaux continus dans L2, pour lesquels j'avais un spectre a priori infini et continu. Un peu plus simple, il y avait les signaux périodiques continus, qui eux avaient un spectre discret mais a priori infini. Et là, on a des signaux encore plus simples, qui sont des signaux périodiques discrets, qui ont un spectre qui, lui, est non seulement discret, mais en plus fini. Je peux définir de la même manière la série de Fourier discrète, qui est juste la reconstitution du signal à partir de ses projections sur les éléments de la base. Et donc ça me donne une formule de reconstruction du signal à partir de ces coefficients de Fourier qui ressemble énormément à la formule de décomposition et qui est donc assez simple à retenir. Alors le problème, c'est que la série de Fourier discrète, c'est un outil qui est assez peu utilisé en pratique. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que il faut connaître à l'avance la période du signal pour pouvoir l'utiliser. Or, en fait, la plupart du temps, on connaît pas, on sait même pas si le signal qu'on étudie est périodique ou pas, donc on connaît encore moins sa période. L'autre problème, c'est que la plupart des signaux numériques que vous rencontrerez, ils sont pas exactement périodiques. Deux exemples, si vous prenez la somme de deux cosinus à deux fréquences différentes, et ben, dans le cas général, le résultat, c'est pas un signal périodique. Donc ça, c'est le cas du signal y de n sur le slide. Un autre exemple, vous prenez un signal périodique, par exemple un cosinus à la période grand T, et puis vous prenez ce qu'on appelle ces échantillons espacés de ce qu'on appelle un pas de temps delta T, et ben ce signal-là, il n'est pas périodique. Pour illustrer, si je vous donne le signal ici qui est affiché en fonction de ces échantillons en abscisse, c'est un signal qui a priori ne paraît pas périodique. Et en fait, ce signal-là, c'est donc ce qu'on appelle les échantillons d'un cosinus avec un pas de temps delta t. Et donc on est vachement plus souvent confronté dans la vie à des signaux comme ça que à des signaux discrets périodiques. Du coup, de la même manière qu'on avait étendu le concept de série de Fourier
aux signaux dans L2 pour les signaux continus avec la transformée de Fourier. On va définir ce qu'on appelle la transformée de Fourier en temps discret, ou TFTD. Alors, la définition est assez similaire à celle de la transformée de Fourier, mais pour les signaux discrets. De la même manière, elle est définie a priori pour des signaux intégrables, donc sommables en l'occurrence. Et donc, on définit la transformée de Fourier en temps discret par la somme des xn exponentielle moins i grand oméga n, où oméga est donc une pulsation discrète, donc en radian par échantillon, mais qui, comme dans le cas de la transformée de Fourier en temps continu, est une variable continue. Alors, comme dans le cas des signaux continus, on étend cette définition aux signaux de carré sommable, donc d'énergie finie, donc les signaux qui sont dans petit L2 de C. Une propriété qu'on peut remarquer immédiatement et qui est un peu différente de la transformée de Fourier, c'est que la transformée de Fourier en temps discret, elle est systématiquement 2π périodique. D'accord, c'est assez facile à vérifier, vous remplacez oméga par oméga plus 2π et vous retombez sur la même valeur. Alors, ce que ça dit, ça, c'est que, en règle générale, on a besoin de représenter la transformée de Fourier en temps discret des signaux que sur un intervalle de largeur de pi. C'est un outil d'analyse avant tout. Pourquoi je dis ça? Parce que, a priori, on a beau avoir un signal discret, donc a priori implémentable sur un ordinateur, on ne peut pas calculer la TFTD pour toutes les valeurs de oméga, puisque oméga est une variable continue. Donc on va voir qu'on s'en sert énormément pour analyser tout un tas d'outils de traitement du signal, mais a priori, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer. Et puis, je vais pas revenir dessus, mais il existe une formule d'inversion qui permet de retrouver le signal d'origine à partir de la transformée de Fourier en temps discret. Il y a l'équivalent du théorème de Plancherel qui donne l'égalité entre l'énergie contenue dans le signal et l'énergie contenue dans sa transformée de Fourier en temps discret. Et de la même manière que pour le cas continu, le module de x de oméga au carré représente la distribution fréquentielle de l'énergie du signal. Alors, un petit exemple rapidement. Vous avez à gauche un signal discret, et à droite, représenter son spectre, c'est-à-dire la répartition fréquentielle de sa transformée de Fourier. Comme je vous ai dit, la répartition fréquentielle de son énergie. Comme je vous l'ai dit, la transformée de Fourier en temps discret est périodique, de période 2π, et donc la plupart du temps, en fait, on ne représente que le spectre entre moins π et π. Les fréquences discrètes sont toujours représentées entre moins π et puis parfois entre 0 et π quand on a affaire à des signaux dont on sait qu'ils sont réels. Voilà, donc la transformée de Fourier en temps discret, c'est donc un outil d'analyse. Je peux calculer... La transformée de Fourier en temps discret, c'est donc un outil d'analyse. Si j'ai une expression analytique du signal que j'étudie, je peux, avec un papier et un crayon, dans certains cas, calculer à la main l'expression analytique de sa transformée de Fourier en temps discret. Je peux étudier les propriétés, je peux étudier la façon dont un filtre, une opération mathématique modifie les propriétés spectrales d'un signal en étudiant son effet sur sa transformée de Fourier en temps discret. En revanche, quand je travaille avec un signal concret, en fait un vecteur sur un logiciel de calcul numérique, je ne peux pas calculer la transformée de Fourier en temps discret pour toutes les valeurs de oméga. Et donc en fait, ce qu'il me faut, c'est un outil pour calculer les valeurs de la transformée de Fourier en temps discret pour un nombre fini et discret de fréquences données. Et donc cet outil qui réalise exactement cette opération, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier discrète. Donc la transformée de Fourier discrète, c'est l'outil dont on se sert pour étudier les propriétés spectrales des signaux finis, qui sont les seuls avec lesquels on travaille en pratique. Donc si je prends une séquence finie de taille grand N, je définis sa transformée de Fourier discrète par la formule qui s'affiche là sur le slide.
Alors vous allez me dire, c'est le calcul de la série de Fourier discrète, des coefficients de Fourier. Je veux dire, vous n'avez pas tort, un coefficient près, c'est quasiment la même chose. En revanche, il y a une interprétation qui est très différente. On ne fait plus l'hypothèse que le signal est périodique, on suppose juste qu'on a une séquence finie de taille n. Et donc, a priori, mon signal peut être soit une période d'un signal périodique, mais mon signal peut très bien aussi être nul en dehors de cet intervalle. Et selon les hypothèses qu'on rajoute à propos du signal, eh ben, on obtient des interprétations différentes. Mais donc, je définis les coefficients de la transformée discrète par les x tilde de k, là, et j'ai une formule d'inversion qui me permet de retrouver mon signal d'origine à partir de la transformée de Fourier discrète inverse. Une propriété importante de la transformée de Fourier discrète, c'est qu'il existe un algorithme rapide de calcul qui s'appelle la transformée de Fourier rapide, la fast Fourier transform, qui est un algorithme qui, sur le principe divisé pour régner, et donc qui calcule les grands n coefficients de la transformée de Fourier discrète en un temps grand n log de n. Donc en pratique, dans à peu près tous les logiciels de calcul numérique, quand vous avez un vecteur qui représente un signal discret de taille grand N, vous allez utiliser la fonction numpy fft qui va vous renvoyer un autre vecteur de même taille que votre signal d'origine, qui est les coefficients de la transformée de Fourier discrète du signal considéré. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le signal correspond aux échantillons, aux grand N échantillons d'une période d'un signal n périodique, à ce moment-là, le calcul de la transformée de Fourier discrète est exactement équivalent au calcul de la série de Fourier discrète. En revanche, si je fais l'hypothèse que mon signal est en fait nul en dehors de l'intervalle que je considère, à ce moment-là, le calcul de la transformée de Fourier discret correspond au calcul de la transformée de Fourier en temps discret à des fréquences discrètes bien particulières. Et ces fréquences, c'est les 2 kpi sur grand N pour k allant de 0 à n-1. Alors prenons un instant pour regarder ce que ça veut dire. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure où j'avais le signal qui est en bas à gauche de l'écran, là, en fonction des échantillons, et puis à droite, j'avais représenté sa transformée de Fourier en temps discret. Alors regardons un peu ce que c'est que ces fréquences discrètes, là, les 2 kpi sur grand N. Si je prends k égale 0, je vois que ce que je calcule, c'est la valeur de la transformée de Fourier en temps discret à la fréquence oméga égale 0. Et puis si je vais à l'autre bout de l'intervalle grand N-1, si je prends le terme qui aurait été juste après, c'est-à-dire petit k égale n, je vois que j'aurais été en oméga égale 2pi. D'accord ? Et donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de calculer les échantillons de la transformée de Fourier en temps discret avec un pas d'échantillonnage fréquentiel qui est de 2pi sur grand N. Donc j'ai un point tous les 2pi sur grand N radians par échantillon. Si je zoome un peu sur le graphique en bas à droite, ce que je vois, c'est que j'ai donc ces échantillons de la transformée de Fourier en temps discret entre 0 et 2pi. 2pi étant exclu en gros. Alors vous verrez, hein, vous allez très rapidement utiliser cet outil de la transformée de Fourier discrète, et vous verrez que vous obtenez comme ça un graphe symétrique par rapport à la fréquence du milieu. Alors en fait, en pratique, en général, quand on s'intéresse aux propriétés fréquentielles des signaux, assez souvent, on utilise la périodicité de la transformée de Fourier discrète, et on a tendance à faire passer cette partie du spectre qui correspond en fait aux fréquences négatives ici. Et quand on fait ça, eh ben, on se retrouve en fait avec un signal qu'on représente plutôt entre moins pi et pi, et qui du coup est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc encore une fois j'insiste, ce qu'on a c'est désormais un outil qui, si on suppose que le signal est nul en dehors de 0 n-1, nous donne des échantillons de la transformée de Fourier en temps discret. Si on fait l'hypothèse que le signal était n périodique, nous donne en gros les coefficients de la série de Fourier discrète. Le problème qu'on a en pratique, c'est que évidemment, on travaille toujours avec des signaux tronqués. La plupart du temps, ce que vous allez avoir, c'est des signaux comme le signal de gauche, là, qui est en fait un cosinus de période 20
échantillon qu'on a tronqué au milieu d'une période. D'accord? Si on l'avait tronqué parfaitement à n égale 20, si on avait pris exactement une période, et ben à ce moment-là, on aurait un seul pic à la fréquence fondamentale que je vous ai affichée ici, qui est donc 2 pi sur la période qui est 20, donc c'est 0,31. À la place, quand on calcule la TFD, quand on utilise la fonction FFT de NumPy, et ben on se retrouve avec une répartition fréquentielle de l'énergie qui n'est pas entièrement concentrée en une fréquence, mais qui s'étale un peu. Je pourrais aussi considérer que le signal que j'ai pris là est nul en dehors de l'intervalle considéré, auquel cas le calcul que j'ai fait est exact et me donne bien les échantillons de la transformée de Fourier en temps discret, mais vous voyez bien qu'il est assez peu probable que ce soit le cas. En fait, ce qu'on a envie d'extrapoler comme information en voyant ce signal-là, c'est plutôt que le signal est périodique. Donc au final, c'est une limitation des outils qu'on a. On ne sait pas dire a priori quel est exactement le contenu fréquentiel d'un signal si on n'a pas plus d'informations que le signal tronqué que je vous mets à l'écran. Ce qu'on peut dire quand on voit ce spectre, c'est qu'il y a effectivement une concentration d'énergie ici. Vous voyez que il y a un pic dans le spectre du signal qui est bien aux alentours de 0,31. Mais on ne saurait pas dire si le signal est exactement périodique et on l'a tronqué, ou si en fait il y a bien de l'énergie présente dans les autres fréquences. Et ça, c'est une limitation avec laquelle on est obligé de composer dans la pratique, tant qu'on n'a pas plus d'informations du signal. Donc si on avait des doutes et qu'on voulait être plus sûr, eh ben, on enregistrerait par exemple une plus grande période du signal pour voir si ça fait évoluer le contenu fréquentiel du signal ou pas. Alors je vais terminer par un petit exemple d'application de la transformée de Fourier discrète en traitement d'image. En fait, vous avez déjà entendu parler de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. En fait, les différentes mesures physiques qu'on obtient quand on fait une IRM nous donne en fait comme information la transformée de Fourier discrète 2D du signal qu'on veut. Donc en fait, l'image physique que vous avez réellement, c'est celle de gauche, d'accord, qui est vraiment la transformée de Fourier discrète 2D. Et il faut appliquer la transformée de Fourier discrète inverse pour obtenir l'image de droite, qui en l'occurrence correspond à une coupe d'un cerveau qui présente une pathologie qui fait apparaître des petites poches de sang qui sont liées à une maladie des petits vaisseaux sanguins. Toutes ces taches noires ici, en fait, c'est des petites poches de sang qui sont présentes à la périphérie du cerveau. Voilà, c'est tout pour ce troisième amphi. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour le quatrième amphi où on parlera du procédé d'échantillonnage dont on a déjà un peu parlé aujourd'hui.